Top. Ok, parfait. C'est bon pour la présentation alors, hein. On est bien d'accord. On va pouvoir bientôt commencer. Est-ce que ça stagne le nombre de participants? On est à 159. Est-ce qu'on est plutôt du coup sur un variable ou sur un fixe? Hein? 160, top. Génial. Ok, bon bah je pense qu'on est prêt pour commencer, même si c'est moi qui vais animer cette première partie du webinar. Je voulais d'abord vous confier quelques détails pratiques. Je pense que ceux d'entre vous en sont déjà à la troisième masterclass les connaissent. Ces détails pratiques, ils sont simples. Il y en a trois. Tout d'abord, vos questions, elles vont dans les questions-réponses. J'ai mis une flèche pour que vous voyez tout ça. Donc voilà où iront vos questions. Vous pouvez voter pour les questions de chacun et chacune et ensuite on choisira du coup 5 à 10 questions. C'est Fanny qui me les enverra ensuite pour qu'on puisse y répondre en direct avec Clotilde. Et voilà. Et ensuite, il y a les sondages. Là, c'est nous qui vous posons les questions. C'est pour essayer d'augmenter un petit peu l'interactivité qu'on peut avoir dans ce webinaire et dans cette masterclass et regarder un petit peu ce que vous avez comme avis sur les questions que tout le monde se pose en ce moment. Et enfin, vos réactions. Je vois déjà qu'elles sont en train de s'afficher en live. Donc, merci à tous pour ces messages. N'hésitez pas à nous dire, surtout à la fin du webinaire, ce que vous avez pu en penser. Je vous le redirai. Mais voilà, génial pour vos messages et vos réactions qu'on regardera avec encore plus d'attention lorsqu'il s'agira des questions à la fin donc de ce webinaire et que Fanny regardera par contre tout au long du webinaire sur l'onglet discussion juste en bas. Voilà. Allez, j'accélère un tout petit peu et on passe au plus important puisque Clotilde nous fait l'honneur, que dis-je, le privilège de participer à cette masterclass aujourd'hui. Je la présenterai un petit peu plus tout à l'heure et elle se présentera un petit peu plus elle aussi tout à l'heure. Mais pour en dire quelque chose en deux mots, Clotilde est en charge de l'onboarding des consultants chez Up2. Elle a donc un très bon point de vue sur ce qui est de l'onboarding, mais on a décidé aujourd'hui de dire intégration, puisqu'on va éviter tout ce qui est franglais. Je sais que tout le monde n'est pas fan. Et je vois qu'on s'amuse déjà dans le chat, donc c'est parfait. Je vais essayer de pas trop interagir avec vous pour me concentrer sur notre valeur. Et justement, on va regarder quelle est cette valeur et qu'est-ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Je pense que vous commencez à vous habituer pour les plus récurrents d'entre vous à cette slide, mais le plus important est notre légitimité de vous parler aujourd'hui de la négociation dans le salaire, dans la vente en 2023 d'Up2. Elle est simple, on est les spécialistes du commerce et des commerciaux depuis 17 ans et on fait beaucoup de formations, d'évaluations, d'audits, de conseils et évidemment du recrutement. J'aurais dû prendre un verre d'eau. Et on est même des experts en recrutement. C'est notre cœur de métier. C'est notre première base. Et pour le recrutement, du coup, je peux vous dire qu'on a fait 1050 recrutements depuis la rentrée de septembre. Et d'ailleurs, c'est un chiffre que je manque d'actualiser parce qu'on en fait 2500 par an. Là, on est plutôt autour de 1350, si je ne me trompe. Voilà. Le petit programme pour aujourd'hui, puisque là, je vous ai donné notre légitimité. J'espère que Pierre, du coup, a sa réponse et que on peut passer donc au cœur de notre présentation, puisque pour ce qui est du programme, on va faire un petit point de contexte, mais il sera quand même assez exhaustif pour un peu introduire nos bonnes pratiques avant que finalement Clotilde prenne place. Ce sera la partie la plus importante, la pièce de résistance de notre webinaire pour répondre à des questions qu'on vient de travailler en amont et ensuite à vos questions en direct. Mais avant de passer à vos questions, on va faire une des nôtres. Je crois que Fanny va lancer le sondage justement dans le chat. J'espère qu'elle peut le lancer et que tout va bien et que vous l'avez sous les yeux. Tac, tac, tac. Je regarde ça ensemble. Et le sondage, du coup, est-ce que vous préférez apprendre à négocier aujourd'hui votre salaire actuel? Est-ce que vous êtes plutôt là pour ça? Ou est-ce que vous êtes plutôt là pour apprendre à négocier votre futur salaire? Est-ce que vous voyez le sondage dans le chat? Vous me dites si vous voyez le sondage. Merci Fanny. Je crois que vous ne le voyez pas encore. OK. Moi, je vais le lancer. Et c'est bon. Est-ce que vous le voyez bien là? Normalement, vous devez le voir. Superbe. OK, je vois que vous répondez super rapidement. Donc, on est plutôt sur le futur salaire, tant mieux. Donc, c'est bien, ça nous donne pas mal d'éléments. On va parler aussi salaire actuel, bien sûr, et puis ça vous apprendra, quoi qu'il arrive, à négocier votre futur salaire. Et merci pour votre réponse au sondage. Top.
Ok, génial. Je passe à la suite, hein, on accélère un petit peu encore. Un point de contexte, du coup, aujourd'hui, c'est de savoir que le métier de commercial a changé. On en a déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais je le fais un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Comme vous le savez, les techniques de vente, elles sont modernisées. Maintenant, on peut tout automatiser avec nos CRM, des templates, comme on dit, des modèles de messages et de touchpoints, puisque bien sûr, on a une multiplicité des points de contact. Et ça amène donc une spécialisation des métiers de la vente. On l'a vu avec des commerciaux SaaS, des commerciaux en pharmacie, des technico-commerciaux sur encore plus d'autres sujets. Je pense que Clotilde, c'est un truc que tu as pu voir au Mm, quotidien, que tu tout à fait. continues de voir, et c'est une véritable spécialisation du métier de la vente. Et ça va avoir un rôle direct sur la rémunération, et c'est tout à fait normal, puisque on est un peu dans une guerre des talents aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple, il manque 200 000 commerciaux en France. C'est énorme. Je pense que peut-être ça surprend certains d'entre vous. Mais pourtant, le nombre d'offres d'emploi, pardon, a jamais été aussi élevé. Euh, c'est vraiment important de le noter puisque même le nombre de CV reçus a été diminué par deux depuis la crise sanitaire. On est vraiment dans un marché de plus en plus tendu, du coup. Et c'est quelque chose que la réalité du marché des commerciaux va devoir saisir, surtout en termes de rémunération. Voilà justement cette réalité. Les commerciaux, aujourd'hui, ils profitent de cette crispation du marché. Ils peuvent trouver un nouvel emploi en 21 jours à peine. Et ils ont donc en moyenne 3 pistes en même temps. Ça veut dire que leurs salaires vont progresser de 8% en moyenne. Pardon si j'ai réduit la police et que l'animation bug un petit peu, puisqu'ils peuvent profiter finalement de cette situation. Le rapport de force, il s'est inversé au profit de candidats qui ont donc des attentes élevées et qui n'hésitent pas à faire des demandes fortes. Clotilde va nous en dire un petit Ouais. peu plus tout à l'heure sur les avantages en nature. Euh, la réalité donc de cette crispation du marché, on l'a constaté sur notre étude des salaires. On va vous envoyer un petit lien à la fin du webinaire pour que vous y jetiez un œil par vous-même. Et désolé parce qu'on ne voit pas très bien blanc sur blanc, donc je vous ai ajouté un petit fond bleu pour qu'on puisse en parler. Mais avant que vous preniez tout de suite en screenshot, je voulais vous permettre de revenir un petit peu sur ces statistiques. Déjà, on peut voir que les business développeurs, qui étaient un job souvent occupé par des juniors, a beaucoup pris en salaire souhaité en fixe et un peu moins en variable parce qu'il y a aussi un rapport de force entre variable et fixe, pardon, qui s'est inversé, où on demande plus de fixe. Et pour chacun des postes, comme vous pouvez le voir, on est sur une hausse assez forte et la différence entre Paris et la région, elle aussi peut s'accentuer avec Paris qui a augmenté de 4 à près de 11% entre business développeurs et ingénieurs commerciaux, SIO. Et je vous parlais justement des juniors. C'est une réalité donc sur la hausse qu'on peut retrouver aussi chez les juniors qui demandent maintenant 34 000 de salaire de fixe, on va dire minimum, surtout du coup dans la région parisienne. Donc une hausse très significative et que je vous invite un peu à retenir dans le cadre non seulement de vos négociations, mais aussi de votre connaissance marché et de votre connaissance métier. Je voulais vous dire que si vous vouliez prendre un screenshot, la dernière fois, je voyais les messages qui disaient mais comment est-ce qu'on fait pour prendre une capture d'écran? Donc, je le rappelle juste, sur Windows, c'est en faisant touche Windows, Shift et S. Et sur Mac, c'est avec commande Shift et 3. Donc, je le laisse très rapidement pour que vous puissiez prendre un screenshot et voilà. Ensuite, on a eu un petit problème technique puisque maintenant, je vous regarde juste ici dans cette vignette, la caméra audio est pas encore activée. Donc, j'essaye d'accélérer un petit peu pour pas prendre trop de retard avec le petit souci. On passe d'ailleurs à notre deuxième sondage qui peut être lancé par Fanny, j'espère, qui va me dire si c'est possible de lancer le sondage. Déjà, je mets peut-être fin au premier et on peut vous partager les résultats notamment. Mais est-ce qu'on peut lancer le deuxième sondage du coup, Fanny? Tu me dis, pour vous, que doit représenter la part du variable par rapport à la rémunération globale? Euh, Est-ce que ça va être plutôt... Pas de sondage encore, merci Fanny, je vais le lancer juste après, je vous donne les résultats potentiels. Du coup, est-ce que c'est plutôt 10% la part du variable, ce qu'elle doit représenter, hein, pas la réalité de ce que vous avez, mais de ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est plutôt 10%? Est-ce que c'est plutôt 30% ou est-ce que c'est plutôt 50%? Alors, nuance pour ceux qui vont me dire, j'ai envie que mon variable soit déplafonné,
Votre variable peut être déplafonnée. Je vous demande la part de la rémunération globale qu'il va composer. Donc, par exemple, vous voulez gagner 60 000 euros au global par an. Peut-être que votre variable va représenter 30 000 euros et le fixe va représenter 30 000 euros. C'est peut-être l'espoir que vous avez, même si le variable est déplafonné ou non. Et du coup, je vous lance ce deuxième sondage. Hop, là, si vous ne l'avez pas encore reçu, pour certains, j'ai l'impression que c'est le cas. Hop, 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 hop. Une seconde, une seconde. Hop là, voilà le sondage numéro 2. J'attends vos réponses. Génial, tout le monde est super rapide aujourd'hui, c'est top, puisque ça nous permet en plus d'avoir les retours. Donc on est plutôt sur du 30, je vois dans la discussion, et aussi dans les résultats du sondage. Je vais vous partager les résultats juste après, en évitant d'y passer trop de temps. On en est où là? Ouais, je vois, pour qu'on puisse un peu laisser la parole à Clotilde et ses super questions. Mais du coup, on est plutôt à 7 personnes sur 10 qui ont répondu autour de 30%. C'est la réalité qu'on a constatée dans notre étude des salaires qu'on vous partage à la fin. Et c'est quelque chose qu'on voit un peu tous les jours. Ça correspond aussi à ce que tu vois, Clotilde, 30%. Oui, ça Ouais. correspond. Alors, les 10%, ça ne m'étonne pas beaucoup non plus, puisque comme disait Paul-Étienne, la tendance sur le marché, on a tendance à privilégier le fixe aujourd'hui sur les salaires des commerciaux, puisque post-Covid, bah forcément, vous n'avez pas eu de variable. Et donc, comme vous n'avez pas eu de variable, le 10% ne m'étonne pas beaucoup, puisqu'on a tendance à revaloriser aussi le fixe. Voilà. Ok, bah top. C'est concis et vous allez voir, ça le restera puisqu'elle pourra vous répondre tout aussi exhaustivement dans à peine quelques slides. Mais en attendant, je vous partage le résultat de ce sondage et je vous lance sur les bonnes pratiques. Euh, Hop là, on en est à cette petite slide de se poser les bonnes questions. Ça, c'est quelque chose que tu vas redire puisque les situations sont propres à chacun. Donc, on essaie vraiment de vous donner les bonnes clés de lecture pour analyser votre situation et agir dessus. Donc, les bonnes questions, c'est évidemment quand, pourquoi et du coup, comment. Je crois que j'ai loupé une petite question. Et ensuite, de bien les analyser, je vais vous montrer comment. D'abord, on a vu tout à l'heure que ce soit pour la renégociation ou la négociation à l'embauche, quoi qu'il arrive, on parle de négocier votre futur salaire. Donc, si on parle aujourd'hui un peu plus de renégociation actuelle, il y a quelques éléments de se dire quand est-ce que vous pouvez le négocier. Tout d'abord, évidemment, après avoir accompli un objectif important. Si vous avez accompli un objectif important, de remarquable pour votre entreprise, de quelque chose qui peut être à la fois hors de votre scope, mais aussi dans vos chiffres, c'est vraiment le bon moment. Et surtout, si la conversation peut se poser, que vous recevez les félicitations, évidemment, de votre management. Ensuite, après une période de temps déterminée, comme vous le savez, il y a des points chaque année pour peut-être parler du coup de votre rémunération. C'est aussi un excellent moment pour le faire. Après une promotion ou une prise de responsabilité accrue, c'est ce que je vous disais quand on parlait d'élargir le scope, pardon pour l'anglicisme, de votre activité, puisque ça va être aussi un moment de dire, mais mon travail n'est pas forcément valorisé à 100%, puisque j'ai été engagé pour ci, et finalement je fais ça. Ça va être aussi le moment de peut-être demander une meilleure compensation, justement, de ces responsabilités-là. Et enfin, en fonction des objectifs de l'entreprise, puisque bien sûr, si vous réussissez à dépasser non seulement vos objectifs personnels, mais aussi permettre à l'entreprise de dépasser ses objectifs, ça peut être une question à se poser si elle est en hyper-croissance ou en hyper-rentabilité. C'est quelque chose qui peut venir, bien sûr, nourrir votre argumentaire. Et enfin, si votre salaire est inférieur à celui du marché, c'est un petit peu ce qu'on est en train d'aviser aujourd'hui. Et attention à la nuance, hein. Le salaire inférieur au marché, c'est pas forcément le salaire inférieur à, je ne sais pas, Steve de la compta ou autre chose, bien sûr. Donc ça, vraiment faire très attention à cette nuance, même si on va la refaire un petit peu après, évidemment. Je passe ensuite à pourquoi négocier son salaire, puisque c'est très important d'avoir les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est, comme on vient de le faire, se poser les bonnes questions, mais savoir justement si on a les bonnes raisons ou non. Donc j'ai une petite interaction à faire avec vous. On va regarder plusieurs raisons. Donc je vous les mets ici. On va regarder plusieurs raisons et il y a certaines raisons qui sont fausses et il y a certaines raisons qui sont bonnes. Donc je vais vous laisser nous dire dans le chat ce que vous en pensez. Je remercie tout le monde d'avoir bien interagi, notamment Fanny, Alain aussi, Jean-Marc qui donne quelques enseignements. Donc voilà, dites-nous dans le chat si vous pensez plutôt à certaines raisons plutôt bonnes ou plutôt mauvaises et je vous donne la réponse vraiment dans 10 secondes. Ça ne va pas être exactement comme un sondage, donc je ne vais pas trop attendre et
Génial, Adiatou qui commence à mettre quelques éléments. Voilà, je vous laisse me dire lesquelles sont les bonnes, lesquelles sont les mauvaises. Et attention, avant que chacun vise trop à côté ou spoil, plutôt du coup divulgage les bonnes réponses, je vais vous les révéler. Alors, on va plutôt se concentrer sur les 1, 2, 7 et 8. Et je vais évidemment vous motiver pourquoi. C'est légitime en interne de se poser les bonnes questions et de se dire, tiens, telle personne est mieux rémunérée que moi, donc ça peut nourrir évidemment votre réflexion, mais ça ne doit pas être un argument mis en avant. Tu vas nous le redire tout à l'heure, Mathilde, mais ça ne doit évidemment pas être quelque chose de telle personne gagne plus dans l'open space, donc moi aussi. Le manque de reconnaissance, ça peut être quelque chose qui va vous encourager à demander une augmentation, à renégocier certains aspects de votre rémunération globale, mais même chose, ça ne peut pas être l'argument que vous mettez en avant. Donc voilà, se poser les bonnes questions pour trouver le bon pourquoi, puisque du reste, la valeur de votre travail, l'inflation, le coût de la vie, vos résultats, comme on a évoqué un peu plus tôt, ou la concurrence et le marché du travail, ça, ce sont d'excellentes raisons. Et enfin, le refus d'en parler récemment, comme par exemple si on vous l'a refusé il y a 3 semaines, un mois, ou la volonté de sécuriser peut-être votre fonction, ça ne peut pas être des motivations suffisantes et encore moins de bonnes raisons à présenter en entretien pour évidemment négocier votre rémunération. Je pense qu'on n'a pas forcément réinventé toute l'eau chaude sur ces raisons-là, mais c'était important d'un peu les creuser pour regarder ce que vous pouvez mettre en avant et ce qui peut être aussi vos motivations intrinsèques. Donc je vous les remets juste là en précisant bien que la comparaison en interne ou le manque de reconnaissance doivent être des choses plutôt à internaliser plutôt qu'à externaliser lors de l'entretien. Et enfin, on va passer à comment négocier son salaire. Mais je tenais à vous remercier dans le chat pour vos messages et justement pour vos avis sur cette situation. Donc, comment est-ce qu'on négocie son salaire? Là, on va parler évidemment renégociation, mais ça va être des éléments que vous pouvez mettre en place aussi. Bien sûr, Rudy, n'hésitez pas à ajouter Clotilde ou moi sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et je vais me masquer le chat pour me concentrer un petit peu et laisser la parole à Clotilde subséquemment. Donc, pour la renégociation et le comment du pourquoi, très important d'essayer de définir votre importance professionnelle et l'atteinte de vos objectifs. Ça passe évidemment par une sorte d'introspection professionnelle, de regarder ce que vous avez atteint, ce que vous avez atteint peut-être en plus, et ce que vous n'avez peut-être pas atteint, afin de défendre votre importance professionnelle. Le terme est très important, puisqu'il ne s'agit pas de se défendre, de prendre le sujet trop à cœur, trop émotionnellement, comme ça peut arriver sur ce genre de questions, puisque évidemment, la rémunération touche à votre valeur intrinsèque, comme je l'avais dit tout à l'heure, de votre position dans l'entreprise. Ensuite, connaître votre position et votre marge de manœuvre, ça rentre aussi en compte. C'est très important de connaître votre force de négociation, votre pouvoir de négociation, et là où vous le placez. C'est là où, comme on le disait un peu plus tôt, peut-être connaître les rémunérations des gens qui sont autour de vous peut être légitime, mais évidemment pas à mettre en avant. Quand vous connaissez un peu plus votre marge de manœuvre, vous êtes bien sûr plus à l'aise pour essayer de travailler autour avec votre management et bien sûr présenter vos arguments et vos chiffres une fois que c'est fait. Peut-être trouver une bonne manière de les présenter, une manière très objective, aussi très calculée, avec le recul nécessaire. Comme je vous disais, il ne faut pas trop tomber dans les émotions, comme on peut avoir le réflexe de le faire sur des questions aussi importantes. Et enfin, parfaitement connaître le plan de rémunération. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu juste avant avec Clotilde, mais cette idée, d'ailleurs on dit pay plan, chez nous c'est un anglicisme, mais je tiens à vous avertir qu'on va peut-être lâcher un pay plan ou deux. Donc, je vous le mets juste ici pour que vous ayez la traduction d'ores et déjà. Mais donc, parfaitement le connaître sous le bout des doigts. Toi, tu vas nous parler un peu de la connaissance des conventions collectives, notamment. Donc, pas juste le pay plan entrepreneurial, mais aussi ce qui formate finalement votre fonction et la catégorie de votre fonction aux yeux de la législation de votre travail. C'est très important, voilà, de toujours chercher à connaître encore plus de choses sur ce que vous pouvez présenter et ce que vous pouvez demander. Et justement, vous êtes là pour ça. Et vous êtes là pour entendre ce que Clotilde, du coup, en vit au quotidien avec, du coup, son job, son travail, j'ai encore fait un angliciste, et sa vue sur l'intégration et sur les questions des salaires. Mais avant de passer à nos questions pour Clotilde, je voulais vous en poser une dernière. Ce sera le dernier sondage. Je voulais savoir le plus important pour vous. Alors, vous allez peut-être le deviner avec les icônes. Je serais curieux de le voir, mais est-ce que vous êtes plutôt intéressé par le fixe, le variable ou les avantages en nature? Attention,
je tiens à préciser qu'il est évident qu'on est tous plus intéressés ou qu'il y a une beaucoup plus grosse nécessité d'avoir un fixe que, par exemple, je ne sais pas, une carte ticket restaurant ou, je ne sais pas, une voiture de fonction, une carte essence. Ça me semble naturel, mais je tiens bien à dire que dans votre situation actuelle, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Plutôt le fixe, le variable ou les avantages en nature à partir de maintenant avec un fixe peut-être déjà cohérent. Donc voilà, je vous mets les petites réponses et je vais vous lancer le sondage tout de suite, puisque je crois que Fanny est en train de vous répondre sur le chat et du coup, c'est tant mieux que vous pouvez peut-être pas tous le voir. Donc, je lance le nouveau sondage. Vous me dites quand vous pouvez le voir. Eh bien, c'est génial. Vous êtes déjà tous en train de répondre et en plus, vous êtes toujours 185, 184 en connexion. Donc, c'est parfait. Et en plus, on va passer aux questions-réponses avec Clotilde. Donc, c'est génial. Merci beaucoup pour vos réponses. Bon, évidemment, le fixe remporte haut la main les choses, mais c'est très intéressant de voir que les avantages en nature sont au-dessus du variable. Ouais, tout à fait. Génial. Bah là, vous me faites très plaisir, parce que du coup, on en retire un petit peu quelques enseignements, et c'est quelque chose en plus sur lequel on va mettre un certain focus tout de suite, ou plutôt Clotilde. Donc, c'est top. Je vous partage les résultats pour que vous puissiez voir tout ce que nous, on voit en ce moment même. Et on va passer, du coup, à la partie, comme je l'appelle, la pièce de résistance, à nos questions pour Clotilde. Déjà, une petite question un peu pour t'introduire. Je l'ai appelée la question 0 sur 10. Vous pouvez le voir en bas à droite pour que tu puisses nous en dire un peu plus sur toi, ton métier et pourquoi tu es ici finalement, et légitime de nous en dire plus sur la rémunération des commerciaux en 2023. Ouais, et ben écoutez, bonjour à tous déjà parce que j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour. Alors moi, je suis chez Up2 depuis maintenant une bonne année et demie, presque 2 ans. J'ai été 1 an comme consultante en recrutement en service, donc dans des métiers, en tout cas dans des secteurs très variés, pardon, toujours auprès de commerciaux. Hein, parce qu'aujourd'hui, on parle bien de la population des commerciaux. Donc j'ai pu voir effectivement de mon expérience des manières de négocier et des rémunérations très différentes en fonction des secteurs d'activité. Donc, on va aussi voir que c'est beaucoup du cas par cas et de la préparation. C'est vraiment ce que je veux vous enseigner aujourd'hui et pouvoir vous communiquer. La clé d'une bonne négociation, pour moi, c'est la préparation, savoir se renseigner, ne pas arriver avec émotion et parce qu'on manque de reconnaissance ou autre, mais vraiment arriver avec des arguments concrets. Et donc aujourd'hui, moi, je suis passée sur une partie en interne. Je suis responsable donc, de l'intégration de ces consultants en recrutement sur leurs 6 premiers mois d'intégration chez Up2. Voilà. Top. Merci beaucoup, Clotilde. Je vous l'avais promis, exhaustif, précis. Ça va être d'autant plus important qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Avec le contexte actuel dont tout le monde parle, on est un peu assommé par cette idée d'inflation, d'aspect économique un peu plus compliqué. Est-ce que finalement, c'est le moment de renégocier ou de négocier son salaire? Bon, j'ai un peu spoilé la chose, mais dis-nous-en un peu plus. Oui, évidemment que c'est le moment de renégocier son salaire. Pourquoi? Paul-Étienne vous l'a dit en introduction, on est dans un contexte d'inflation. Donc, qui dit inflation dit augmentation. Donc, c'est un des premiers arguments, en tout cas, que vous pouvez mettre en avant face à votre employeur ou dans un process de recrutement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Post-Covid, le marché s'est tendu et on rejoint ce que disait Paul-Étienne aussi en introduction. On est sur un marché qui est très pénurique. Je voudrais quand même vous citer 2 chiffres que vous pouvez aussi utiliser auprès de vos employeurs et auprès de vos futurs employeurs. On a eu plus 73% d'offres d'emploi en 2022 et moins 39% de candidatures. Donc, vous voyez bien que le marché se décorrèle et qu'en tout cas, il est en votre faveur. Donc, c'est le moment d'y aller. C'est un contexte qui est vraiment hyper favorable pour vous puisque c'est pénurique et qu'effectivement, les commerciaux le savent et les commerciaux savent qu'ils peuvent renégocier ces salaires-là. Voilà. Top. J'aime beaucoup parce que moi, j'aimais plein d'animations, mais en fait, il suffisait de faire ça pour montrer la décorrélation. Donc, Ouais, tout à fait. c'est parfait. Je sais quoi faire la prochaine fois. On passe donc à notre deuxième question dans le pur et dans le dur. C'est quoi finalement le moment idéal pour renégocier son salaire? On parlait du quand tout à l'heure, ou alors pour négocier lors d'un recrutement. Comme ça, on s'adresse à vous tous. Je sais qu'il y a à peu près 7 personnes sur 10 qui sont plutôt là pour négocier un futur salaire dans un futur emploi. Donc, c'est quoi le moment opportun? Très classiquement, en tout cas, dont le premier point, c'est le point annuel. Donc, pour ceux qui veulent négocier leur salaire actuel. Donc, le point annuel, on fait un bilan de l'année, on fait un bilan de est-ce qu'on a eu plus de missions, est-ce qu'on a un scope qui est plus large, est-ce qu'on a un secteur aussi à travailler qui est plus large. On y reviendra juste après ensemble. Et deuxième point, donc,
pour ceux qui veulent négocier leur futur salaire. Lors d'un processus de recrutement, il faut quand même aborder assez tôt et assez rapidement la question de la rémunération pour ne pas perdre de temps, déjà pour vous, les candidats. Être assez précis lors d'un processus de recrutement sur votre fourchette dès le début pour savoir de quelle fourchette on parle et à partir de combien on parle, quel va être le degré d'acceptabilité pour vous. Donc, il faut en parler dès le premier entretien, ça c'est sûr, en posant la question très basique de dire, vous, qu'est-ce que vous envisagez comme salaire sur ce poste? Il n'y a pas de honte à poser cette question. On sait tous très bien pourquoi aussi le salaire est un facteur de motivation. Et à la fin du processus, une fois que vous aurez fait vos preuves pendant tout le processus de recrutement, évidemment, on peut tenter la petite marge de manœuvre et essayer d'aller jouer sur quelques avantages qu'on va voir juste après, les avantages en nature, un véhicule de fonction et autres. Mais en tout cas, n'attendez pas la fin pour parler de ce salaire. Le salaire doit vraiment être abordé dès le début pour éviter tout malentendu et créer une frustration qui peut arriver à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a ce dernier point que tu m'as évoqué quand on a préparé ce webinaire, cette masterclass. J'étais assez étonné et presque choqué de ce dernier point. C'est pour ça que j'ai mis à la fin et on peut vous demander votre fiche de salaire. C'est que je ne savais pas ça. Tu peux raconter cette histoire, entre guillemets, ce qui peut arriver? On peut demander les fiches de salaire? Oui, on peut tout à fait demander les fiches de salaire, donc soyez raisonnable aussi et malin. Il nous est arrivé, et il m'est arrivé dans certains cas dans le recrutement, d'avoir des clients qui découvrent après, donc en tout cas après le processus de recrutement, que finalement les salaires n'étaient pas les bons et donc qui veulent demander les fiches de salaire plus détaillées après pour s'assurer que le salaire est le bon. Donc évidemment, on peut vous demander les fiches de salaire. Donc, soyez malin aussi et soyez transparent aussi. Ne soyez pas dans une surenchère permanente. Oui, voilà. Pas trop de gourmandise. On est plutôt là pour être cohérent. Ouais. C'est le plus important. Et justement, en restant cohérent, quand on a le quand, le comment qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, comment est-ce qu'on amène la question dans ton expérience? C'est quoi l'idéal? Déjà, dès le premier entretien, tu en parlais tout à l'heure. Oui, dès le premier entretien, ça c'est essentiel et on l'a évoqué juste avant. Donc, dès le premier entretien, pour vous, ne pas vous faire perdre du temps et ne pas être frustré aussi. Donc, au moins s'accorder sur un chiffre dès ce premier entretien, une fourchette, savoir si on parle de la même chose communément. Et ensuite, ce qui est important pour amener la question, c'est aussi d'avoir ce dont je vous parlais tout à l'heure, la question d'avoir bien se préparer, donc avoir en tête les chiffres du marché, avoir en tête l'étude des salaires aussi, donc que vous pouvez retrouver, je crois, dans le chat. Donc, l'étude des salaires, regardez aussi, je crois que Michael Page fait des études des salaires qui sont très poussées en fonction des secteurs. Donc, vous pouvez regarder, vous renseigner sur les chiffres, vous renseigner sur le marché, sur le type de poste. Déjà, ça va vous donner de la matière pour réussir à amener la question. Vous pouvez parler de vos pistes aussi. Les pistes sont sont utiles. Attention, ne pas mentir sur les pistes, hein. De bien dire, voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut vous proposer sur le type de poste. Et donc, ça peut être une manière d'amener la question. Mais le fin mot de l'histoire, c'est vraiment, vraiment rester simple dans la manière d'amener la question. Ce n'est pas un sujet tabou. On doit parler salaire et c'est important. Donc, restez simple. Et c'est pour ça qu'on est ici. Et comme l'a dit Clotilde, on vous repartagera plutôt à la fin, comme ça, on ne vous déconcentre pas trop du webinaire. On vous repartagera notre étude des salaires qui a été menée auprès de 90 000 commerciaux qui nous ont donné leur salaire souhaité. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Et je vous assure que c'est la meilleure étude sur le marché. J'en vois dans le chat. Et ensuite, lorsqu'on négocie à l'embauche, ça c'est une question que je me posais moi-même. Lorsqu'on négocie à l'embauche, est-ce qu'il y a un seuil ou un pourcentage à ne pas dépasser? Parce qu'on disait souvent 10% à une époque. Est-ce que c'est toujours quelque chose d'existant? Qu'est-ce que tu vois dans la réalité? Dans la réalité, déjà, posez-vous la question de est-ce qu'on raisonne par rapport au marché, est-ce qu'on raisonne par rapport à l'employeur? Déjà, est-ce que l'employeur vous propose quelque chose de cohérent? Ça se trouve, l'employeur vous propose déjà quelque chose de cohérent par rapport au marché. Donc, posez-vous déjà cette question. Posez-vous la question du marché aussi. Donc, le marché, de savoir si justement l'employeur soupait par rapport au marché actuel et par rapport, je ne sais pas, aux ingénieurs d'affaires dans le SaaS, dans ce secteur-là précis. Là, je vous donne un exemple, mais ça peut être sur plein d'autres. Donc déjà, renseignez-vous. Est-ce qu'on parle du marché ou est-ce qu'on parle de l'employeur? Ensuite, par expérience,
certains peuvent même dire au moment de la négociation de salaire, et ça m'est déjà arrivé, je sais que je suis trop payée. Je sais que je suis trop payée aujourd'hui. Je sais qu'il faut que je baisse effectivement cette rémunération et que je vais devoir soit la baisser, soit la monter. Donc, est-ce qu'on est cohérent par rapport à un marché? Est-ce qu'on est cohérent par rapport à l'employeur? Ça, c'est important. Et ne jouez pas la surenchère. C'est-à-dire que si ce que votre employeur vous propose est déjà raisonnable et déjà dans une fourchette haute, évidemment, n'allez pas au-delà, soyez malin. Ne soyez pas opportuniste non plus. Ça peut être mal vu et ça peut vous griller des cartes. Si vous me dites que vous voulez 80 de fixe alors que dans ce secteur, on vous paye plutôt 60, vous avez intérêt à avoir de très bons arguments, que ce soit une formation, que ce soit, je ne sais pas, des objectifs vraiment très, très bons. Mais c'est vraiment important, en tout cas, de négocier ça au bon moment. Je vois un petit commentaire sur le volume et je vous remercie pour vos questions. Et justement, ça tombe bien parce que Zut. Non, mais je pense que ça peut être… là, je crois que c'est le premier commentaire que je vois sur le volume. Donc peut-être que ça peut être quelque chose de votre côté et que vous pouvez vous mettre encore plus fort. Je vois que Laurent confirme. Oui. On en est là niveau technique, mais surtout, merci pour la question et surtout la réponse. Enfin, la réponse à notre question. Voilà, j'y suis. Et je trouve que opportuniste, c'est un bien meilleur terme que gourmand. Donc, je vais m'adapter à ton discours. Je pense qu'on voit bien la différence, hein. Et heureusement, du coup, que Clotilde nous apporte toutes les réponses à nos questions. On passe à la 5e question sur 10. Super pour le volume. Merci à tous. Plutôt demander du fixe ou du variable. On avait quelqu'un qui mentionnait que son employeur lui refusait du variable pendant sa période d'essai, pendant sa PE. C'est quelque chose qui peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais commercial, puisque tu sais, ils veulent éviter que les gens partent avec leurs variables, soit là pour une période donnée. Déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu connais, que tu as pu voir, et est-ce qu'on demande du coup plutôt du fixe ou du variable? Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais eu le cas de quelqu'un qui n'avait pas de variable pendant une période d'accès. Par contre, j'ai eu déjà le cas, effectivement, qu'il n'y ait pas de variable et du coup de demander un variable garanti parce que le variable était versé 6 mois plus tard ou 1 an plus tard en fonction du cycle de vente que vous avez. Donc ça, déjà aussi, on va voir que c'est un avantage à négocier en fonction. Et parfois, ils peuvent tarder, faire en sorte que le variable arrive, comme c'est un cycle moyen, un peu plus tard. Un peu plus tard, il y a ça aussi qui peut arriver. Donc voilà, c'est aussi, vous voyez, plutôt demander du fixe ou du variable. Ça dépend déjà sur quel type de poste vous êtes. Si vous êtes sur un poste très chasseur, ça paraît assez cohérent quand même d'aller chercher du variable et de demander aussi un versement assez régulier aussi sur ce variable-là. Le fixe, ça va être plutôt sur des postes effectivement de type CAM, account manager et autres où on va avoir tendance à monter un peu ce fixe-là. Donc le variable, c'est un réel avantage parce qu'il peut être déplafonné, il peut vraiment vous permettre d'aller chercher de très beaux salaires et je l'ai vu, je l'ai vu sur certains postes et on a des très beaux packages qu'on peut aller chercher. Donc c'est un réel avantage maintenant à définir en fonction de votre type de poste. À définir en fonction des objectifs, est-ce qu'ils sont réalisables ou pas, est-ce que ces objectifs sont atteignables, donc c'est des questions qu'il faut aussi que vous posiez à votre employeur et surtout voilà, est-ce que votre futur employeur à quel moment il verse ce variable, quels sont les voilà, est-ce qu'il y a d'autres avantages type véhicule de fonction et autres. Je ne sais pas si d'ailleurs vous le savez, un véhicule de fonction aujourd'hui, dans un package, ça peut représenter 6 à 8 cas de variables. Donc, ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. 6 à 8 000, du coup. Ouais. Wow. Donc, pour le coup, prenez en compte que oui, il y a du fixe, mais il y a aussi énormément d'avantages à côté qui peuvent être pris en compte, qui ne sont pas forcément imposables et qui peuvent vous faciliter, en tout cas, vous amener un beau package global. Je crois que c'est justement ce qu'on voyait dans le sondage, avec 17% d'entre vous qui préféraient les avantages en nature au jour J, donc au jour d'aujourd'hui, comme ça ne se dit pas, mais ça se dit beaucoup, et plutôt que le variable. Donc, c'est fort quand même. Donc, véritablement, le véhicule de fonction, la mutuelle, les cartes tickets restaurants, il y a beaucoup d'avantages en nature aujourd'hui. On sait que ça prend en importance, particulièrement chez les jeunes générations, je crois, d'avoir cette espèce de fédération aussi autour d'une identité qui peut prendre l'attrait ou plutôt l'apparence d'avantages qui font toute l'identité de l'entreprise. Mais je ne m'enfonce pas parce que justement, on a une encore meilleure question sur les avantages en nature pour aller plus loin sur le sujet. Est-ce qu'on peut justement les évoquer, ces avantages en nature, lors de l'entretien? Et tu peux nous dire comment, parce que ce n'est pas forcément évident de dire est-ce que vous avez des tickets resto? On dit toujours que ce n'est pas une question qu'on pose dès le premier entretien comme ça, par exemple. Comment est-ce qu'on amène le sujet?
Bon, alors déjà, nous, ce qu'on conseille à tous les clients avec lesquels on travaille au quotidien, c'est bien sûr, comme la tendance s'est inversée, c'est de proposer, de parler très rapidement du salaire et des avantages pour vous séduire, forcément, puisque c'est tendu et donc forcément, il faut pouvoir avoir ce salaire, en tout cas, vous attirer. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on conseille à nos employeurs, nos clients, d'en parler assez rapidement. Donc, comment l'aborder? Oui, effectivement, ne l'abordez pas dès le premier entretien les autres avantages. Vous pouvez poser par contre très simplement cette question, est-ce qu'il y a d'autres avantages en plus du package? Venez pas effectivement demander tout de suite, est-ce qu'il y en a des tickets restaurants et autres? C'est pas des questions en tout cas qui vont changer entre guillemets votre vie. Mais par contre, est-ce qu'il y a d'autres avantages à mettre en avant? C'est une question assez générale qui vous permet de voir si effectivement le client, en tout cas l'employeur, va vous parler des différents avantages. Sinon, les avantages, il faudra les évoquer à la fin. Et les avantages, j'insiste, c'est hyper important, tous ces avantages en nature, ça peut vraiment vous permettre d'aller chercher de beaux packages. Je répète, le véhicule de fonction, c'est un avantage. Les tickets restaurants, est-ce que vous avez un très bon CE? Je vous donne l'exemple, effectivement, il y a des CE qui vous permettent de rembourser, je ne sais pas, des voyages, qui vous permettent de rembourser des soins. Est-ce que vous avez une très bonne mutuelle aussi qui peut rembourser à 150, si ce n'est à 200%? Donc, en fait, tout ça, c'est des avantages qu'il faut prendre en compte parce que ce n'est pas imposé. Et comme ce n'est pas imposé, c'est du net pour vous. Donc, à la fin, c'est quand même hyper intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais. Je vois qu'ils disent la mutuelle, c'est une obligation, donc c'est un minimum. Là, on parle vraiment, on nuance le propos un petit peu. Là, le plus important, c'est, comme tu le disais, une mutuelle qui peut rembourser à 150, 200%, qui couvre le dentaire des enfants, etc. Enfin, il y a beaucoup de nuances dans la mutuelle. Et du coup, ça peut représenter un avantage en nature. Oui, d'ailleurs, c'est du coup, encore une fois, ce qu'on dit à nos clients. On dit attention, quand, par exemple, vous recevez des mails de chasse ou autres, des mails pour vous solliciter, on fait très attention à ne pas vous dire mutuelle. Pourquoi? Parce qu'on sait que mutuelle, c'est un avantage obligatoire, ou le pass Navigo ou autre. Par contre, si la mutuelle est très intéressante et qu'on le sait et qu'elle va rembourser l'ensemble de vos avantages et qu'elle va vous permettre de couvrir des frais médicaux qui sont élevés, c'est un réel avantage et un réel bénéfice pour vous. Donc pour le coup, ça, c'est quelque chose que votre employeur prendra en compte aussi, normalement, au moment de vous évoquer les avantages. Donc oui, la mutuelle est quelque chose d'obligatoire. Bien sûr. Donc j'espère que Fabrice et Hélène, on répond un petit peu à votre interrogation et on apporte un petit peu de nuance au propos pour clarifier un petit peu la chose. Donc on parlait de la vraie valeur ajoutée que ça peut représenter, les avantages en nature. Tu le disais tout à l'heure avec la voiture et tu avais aussi l'idée de se renseigner sur les conventions collectives, sur lesquelles tu as un petit peu insisté, qui est très importante, bien sûr, pour connaître un petit peu le cadre de sa fonction. Ouais. Je l'ai bien dit? Oui, c'est ça. C'est ce qui régit vraiment l'ensemble des règles aussi au sein de votre société. Et donc, parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas dans les conventions collectives. On ne regarde pas les petites lignes et les petits détails. Est-ce que tu as des exemples? Par exemple, des jours de congé pour des mariages, des jours de congé pour des déménagements. Certaines conventions collectives en accordent 10, d'autres en accordent 4. Donc voilà, c'est plein d'avantages. Renseignez-vous aussi par rapport à la convention collective qui peut vous donner des avantages. Est-ce que vous êtes régi donc, par la convention collective des bureaux d'études? Est-ce que vous êtes régi par la convention collective du BTP? Vous voyez, c'est des avantages qui peuvent être aussi différents. Encore une fois, la clé, c'est de se renseigner. Génial. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, on continue avec la question suivante, notre 7e question sur 10. On passe bientôt à vos questions et je vous fais un petit point timing. On terminera et on coupera définitivement à 12h30 maximum et on répondra du coup à vos questions entre 12h20 et 12h30 pour tous ceux qui se posaient la question. Et j'espère que je parle suffisamment vers le micro. Comment est-ce qu'on amène le sujet hors période de revalorisation salariale? On parlait du quand tout à l'heure. On a dit peut-être dès l'arrivée, lors du point annuel. Justement, comment on fait quand on n'est pas dans ce point annuel-là? Est-ce que tu as quelques pistes? Oui, alors je peux vous donner quelques pistes effectivement sur ce sujet-là. Les questions, c'est encore une fois des questions à se poser, des questions de contexte. Déjà, est-ce que je prends plus de missions? Est-ce que je prends un secteur? Par exemple, vous êtes commercial terrain, est-ce que mon secteur a été élargi? Est-ce que je prends plus de missions? Est-ce que je récupère un portefeuille? Est-ce que je pars de zéro aussi? Est-ce que le portefeuille confié va être plus large aussi? Vous voyez, est-ce que on m'a confié d'autres missions en plus de ce poste-là? Donc, posez-vous déjà
toutes ces questions pour savoir, en fait, à ce stade, oui, ça nécessite en tout cas une revalorisation salariale. C'est un un bien grand mot. Je suis content parce que c'est les questions que j'avais mis Ouais. en partie dans ma présentation, mais tu en avais d'autres, donc on est raccord. Ouais. Donc voilà, est-ce que le périmètre de votre poste a changé aussi? Donc ça, on peut en parler, c'est hyper important. Et en fait, encore une fois, soyez simple. L'idée, c'est de déclencher un point avec son manager, encore une fois, d'arriver préparé, d'expliquer aujourd'hui ce pourquoi vous nécessitez, en tout cas, vous déclenchez ce point-là. D'avoir des intentions claires, d'avoir des objectifs clairs. Si vous n'êtes pas clair, demain, on verra, entre guillemets, cette faille-là chez vous. Et donc, il vaut mieux être très clair tout de suite sur vos intentions et sur le marché, sur vos questions, sur le périmètre du poste. Et donc encore une fois, être arrivé préparé et savoir en tout cas quelle est la modification de la fiche de poste. On le disait, rester cohérent, prendre du recul, c'est parce que, comme on l'avait évoqué, le sujet du salaire, ça peut être quelque chose de très important. Enfin, c'est quelque chose de très important, mais surtout, ça peut représenter un peu la valeur intrinsèque de la reconnaissance qu'on reçoit dans une entreprise. Et parfois, on peut sentir que cette valeur intrinsèque est déséquilibrée quand, par exemple, on n'a pas la même rémunération que ses collègues qui soient arrivés plus récemment. C'est encore plus, entre guillemets, rageant. On peut voir cette situation de ce super commercial vient d'arriver, donc il est mieux rémunéré que vous, ou se sentir peut-être un petit peu à la traîne sur les hausses, les augmentations de l'équipe commerciale. Comment est-ce qu'on gère ce sujet-là quand on n'est pas augmenté à la même échelle, ou on a le sentiment qu'on n'est pas augmenté à la même échelle? Oui. Alors, bon, déjà, c'est normal, entre guillemets, de faire une étude interne, effectivement, pour comprendre les salaires en interne. En fait, encore une fois, il faut être clair sur ses intentions. C'est à vous de savoir ce que vous êtes prêt à accepter ou non sur un poste. Je reviens sur le degré d'acceptabilité, mais c'est très important. En fait, si vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui par votre salaire, posez-vous la question aujourd'hui de aussi ce qui vous fait rester. Il y a peut-être d'autres moteurs. Attention, le salaire ne fait pas tout aussi. Donc, que dire à votre manager qui, justement, ne veut pas vous augmenter car on est tous à la même échelle? Déjà, est-ce qu'on parle de poste équivalent? Est-ce qu'on parle d'un périmètre équivalent? Est-ce que, vous voyez, parfois, il y a des choses qui ne sont pas comparables. Donc, c'est important aussi. Et puis, moi, je vous le déconseille, en tout cas, de vous comparer. Ce n'est pas un super bon argument auprès de votre employeur. Il vaut mieux arriver avec des arguments très factuels, très concrets, plutôt que de dire, de jouer un petit peu à la cour de récré en disant, machin, il est mieux payé que moi, bidule, il est mieux payé que moi. Donc, moi, je vous conseille d'arriver plutôt avec d'autres arguments que celui-ci, de se comparer à ses collègues. Après, c'est toujours intelligent de faire des petites études en interne, bien sûr, pour savoir les pratiques, pour savoir ce qui se fait. Mais faites attention à ça. Pour moi, ça ne vous valorisera pas, en tout cas en entretien. Génial. C'est clair et net. Est-ce qu'on peut, par contre, se référer à la rémunération de ses collègues pour demander une augmentation? Du coup, c'est ce qu'on se dit, ça peut peut-être initier la réflexion intérieure, introspectivement, mais peut-être vraiment pas trop le mettre en avant, comme on vient de le dire. Oui, de ne pas trop le mettre en avant. Et du coup, effectivement, je me répète par rapport à la question précédente, mais encore une fois, est-ce qu'on est sur un poste équivalent? Est-ce qu'on est sur une fonction équivalente? Est-ce qu'on est sur un degré d'expérience équivalent aussi? Vous voyez, il y a plein de choses à prendre en compte aussi dans ce moment-là. Et encore une fois, je répète sur le degré d'acceptabilité, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? C'est aussi la clé d'une négociation et la clé du début de votre négociation, et vous devez tous le faire en termes quand vous négociez avec vos clients étant commercial, vous savez très bien que effectivement c'est du win-win, quoi. On veut tous être gagnants. Donc sur ce sujet-là, je trouve qu'il faut rester, en tout cas, il faut rester raisonnable et en tout cas avoir des arguments concrets. Net et précis, et il faut l'être justement dans cette négociation-là. Bon, on passe à notre dernière question et ensuite on passe à vos questions, comme promis. Presque midi 20, donc on est bon sur le timing actualisé. Comment est-ce qu'on obtient une augmentation autrement qu'en la demandant? C'est la question un petit peu piège, clé de fin, sur laquelle on a bossé. Oui.
Écoutez, pour moi, ce que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui, c'est vraiment qu'il n'y a pas de honte à demander. En fait, je ne vois pas comment vous pouvez la demander autrement qu'en demandant. Évidemment que vous allez devoir la demander, ou alors elle va être amenée par votre manager ou votre direction. Ça peut aussi venir d'en haut. Mais je ne vois pas comment. Pour le coup, comme je vous disais, une bonne négo, c'est un win-win. C'est arriver avec du concret, du factuel, des chiffres, un marché. Savoir qu'on l'incarne aussi, Savoir qu'on j'imagine. l'incarne, Ouais. exactement. Se projeter dans... Ouais. Et donc, je ne vois pas comment rester simple. Je sais qu'en France, c'est un sujet qui peut être quand même assez tabou de parler de rémunération, mais si vous avez un petit peu d'aplomb, si vous avez un petit peu d'aplomb quand même et que vous ne montrez pas de doute, entre guillemets, et que vous êtes assuré dans le fait d'être légitime de demander ça et dans le fait que c'est ça que vous accepterez pour continuer ce poste-là ou faire ce poste-là, pour moi, je vois pas autrement qu'en demandant. Voilà, et vous êtes encore une fois ici pour ça et aussi ici pour vous poser nos questions. Donc entre Yannick qui nous dit en explosant les compteurs et Laurent qui nous répond en changeant d'employeur, ça met encore plus de l'eau à notre moulin. Mais justement, merci pour vos messages et merci pour vos questions puisque c'est maintenant ce qu'on va faire. Et je vous remercie du coup pour toutes vos questions. Je vais essayer de me les trier un petit peu par vote. Ah, j'ai pas activé le vote. Bah, alors là, pour le coup, c'est de ma faute. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Oh, désolé, j'essaye de les trier un petit peu, hein. Et d'y jeter un œil. Ok, c'est top, vous avez eu beaucoup de questions. Alors, il y a des questions précises en plus, c'est Ouais. génial. Si je comprends vos explications, bon, je te pose celle-là, hein, Clotilde, tu me dis ce que tu en penses. Donc, Anthony qui nous demande, si je comprends vos explications, le variable serait communiqué en valeur nette et en coulisses, c'est l'employeur qui prend en charge l'impôt. Je ne comprends pas très bien ce qu'il a voulu nous dire. Est-ce qu'on parle en avantage en nature ou est-ce qu'on parle du variable versé aux commerciaux? C'est la question. Si c'est le variable qui est versé aux commerciaux, on va parler en brut et à vous de calculer sur le net. Si on parle des avantages en nature, oui, c'est des avantages qui sont mis en place par la société. Donc forcément, la société va devoir payer, entre guillemets, et a des charges pour ça. Mais après, elle a des partenariats, des négociations tarifaires avec évidemment des sociétés type pour les CE. Donc évidemment, il y a des avantages pour eux. Il y a des avantages pour eux à vous mettre des avantages puisque c'est comme ça aussi qu'on fidélise des employés en ayant de bons avantages aussi. On sait qu'il y a du turnover aussi dans les sociétés et que la jeune génération, en tout cas, a du mal à rester en tout cas sur un poste plus de 20 ans, hein, c'est normal. Puis d'ailleurs, les commerciaux restent en moyenne 3 ans sur leur poste. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les avantages sont quand même importants. Est-ce que tu en sais un petit peu plus sur les conventions collectives? Parce que Fanny m'envoie quelques questions du coup Ouais. en direct pour nous éviter d'avoir à toutes les lire pour le moment, puisqu'on a encore 8 minutes pour avoir les bonnes questions et les questions les plus utiles pour tous. Est-ce que tu sais quelque chose sur les évolutions des conventions collectives avec des critères de rémunération qui sont peut-être amenés à évoluer, avec le statut cadre notamment? Est-ce que ça te dit quelque chose? Moi, ça Alors, ne me dit rien évidemment, mais... ça, pour le coup, je ne suis pas une experte RH sur le sujet. Je préfère pas vous mentir sur les conventions collectives. Les conventions collectives, elles peuvent être amenées à changer, mais c'est quand même assez rare de ce que j'ai pu voir. La convention collective est vraiment juste là pour vous aider à régir, en tout cas, toutes les règles liées au congé, toutes les règles. En fait, c'est un genre de droit, de règlement intérieur lié à votre société. Donc oui, effectivement, en fonction de la convention collective, si vous êtes statut coefficient A, coefficient B, coefficient C, avec un statut cadre ou pas, oui, vos niveaux de rémunération vont changer. Donc pareil, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Mais ça, après, ce sera à la discrétion de l'employeur de fixer ses grilles. Génial. Et une question de Nadem qui nous demande concernant convention collective, est-ce qu'il a des résumés avec les informations les plus importantes de ces conventions? Ce serait top, des petites fiches Bristol. Mais sinon, il y avait une autre question de quelqu'un qui nous demandait comment est-ce qu'on trouve nos conventions collectives? Je pense qu'elles sont stipulées dans les contrats de travail, mais je spoil peut-être. Donc Non, dis-nous. non, non. Dans les contrats de travail, normalement, il est stipulé à quelle convention collective vous êtes régi. Donc, nous, par exemple, on est régi à la convention collective des bureaux d'études. Donc, on tape convention collective bureau d'études et c'est la convention collective qui sera
qui sera régie pour tous ceux qui sont en bureau d'études. Comment est-ce que, il y a Delphine qui demandait ça, comment est-ce qu'on négocie un salaire qui est au-dessus des grilles salariales de la société dans un recrutement, quand on sait qu'on est au-dessus? Est-ce que c'est possible? C'est Delphine qui nous demande ça. Ça, c'est un petit peu sensible. Bah ça va vraiment être du cas par cas. Encore une fois, est-ce que vous justifiez d'une formation, par exemple, très technique? Est-ce que vous êtes spécialiste dans votre domaine? Est-ce que vous avez des compétences en plus à apporter? Est-ce qu'on parle d'une grosse marge de manœuvre? Est-ce qu'on parle de 24 plus ou est-ce qu'on parle de 5 cas avec lesquels on peut aller jouer? Ça dépend. Je sais qu'il y a des entreprises qui vont être très strictes sur ce sujet-là par souci d'équité, ce qui est tout à fait logique. Tout dépend aussi le poste sur lequel vous postulez, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que par souci d'équité, oui, dans certaines sociétés, les grilles, c'est les grilles et c'est ce que c'est. Donc forcément, après, oui, dans certains cas, il est possible de revaloriser au-dessus, mais encore une fois, soyez factuel, soyez concret sur pourquoi je vais aller au-dessus. Et pourquoi je vais aller au-dessus, c'est, comme je disais, une formation, des objectifs dépassés, d'expérience, un portefeuille client. un portefeuille client aussi, oui. Ouais. Alors, le portefeuille client, c'est un très bon point que tu mets en avant. Le portefeuille client, c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, coûter cher. Le fait d'avoir un portefeuille client, on a des clients qui recherchent effectivement des candidats avec un portefeuille client déjà constitué, avec déjà des contacts. En général, ça coûte un petit peu plus cher. Ouais. donc forcément, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Le côté apporteur d'affaires, du coup, qui... Ah oui, puis vous allez apporter du business, vous allez apporter des contacts. Mais par contre, attention, il faut savoir, en tout cas, j'ai déjà eu le cas en entretien, il faut savoir donner des noms, puisqu'il peut arriver qu'on vous dise, ouais, ok, quel point d'entrée tu as chez, par exemple, L'Oréal, quel point d'entrée. Donc voilà. Mais en tout cas, en termes de portefeuille, oui, c'est quelque chose qui peut tout à fait être valorisé. Top. Bah, je remercie une nouvelle fois Fanny pour les questions et je réponds à 2 questions que je vois sur l'étude et la manière dont on tire nos données sur les rémunérations. Je réponds à Anthony qui demande comment est-ce qu'on peut croire ce qui est sur Internet qui n'est qu'une probabilité, comme la rémunération est un aspect très confidentiel pour les employeurs. Et Romuald qui nous demande si on a un tableau, une corrélation entre le niveau de salaire fixe, variable et métriques. Les métriques, c'est les statistiques telles que le chiffre d'affaires, la marge de pourcentage de croissance. Ce sont 2 très bonnes questions. Je vais y répondre extrêmement de manière concise puisque c'est surtout la plus-value de Clotilde que je souhaite tirer lors de ce webinaire. Mais notre étude, elle est basée sur 90 000 réponses à un questionnaire sur les salaires souhaités par les commerciaux. Donc, ce sont des directeurs commerciaux, ce sont des business développeurs, ce sont des technico-commerciaux qui ont répondu à notre étude sur leur réalité souhaitée. Donc là, ce n'est plus une probabilité, c'est une réalité qu'on retransmet. Et enfin, Romuald, pour la question qui est un petit peu plus complexe sur la corrélation avec des métriques, étant donné qu'il y en a 90 000 de secteurs très différents tels que l'industrie ou par exemple la pharmacologie et les produits de pharmacie, les produits de santé, il y a trop d'informations différentes et d'entreprises différentes. Donc 90 000, ça peut être aussi 90 000 entreprises, mais c'est presque ça en plus. Ça ferait trop d'informations pour créer une corrélation, mais votre retour, tout du moins, reste intéressant parce que ça donnerait de la bonne donnée micro. Donc, merci. Mais on se la réserve, entre guillemets. On avait aussi une question sur la voiture de fonction de Eric Fraisse qui nous disait « Beaucoup d'employeurs ne donnent pas de voiture de fonction pendant la période d'essai, mais après, comment fait-on pour performer pendant la période d'essai sans voiture pour aller voir les prospects et les clients ?» C'est une question que m'a envoyée Fanny que je trouve assez amusante. C'est tout à fait juste. Est-ce que tu as quelques clés? Non, c'est une question qu'on a aussi de la part de nos candidats. Oui, bien sûr, c'est une question qu'on peut avoir de la part des candidats. Et bien ça, charge à vous de savoir bien négocier et d'expliquer, en tout cas, d'avoir fait vos preuves et d'avoir mis en avant le fait que, en tout cas, vous étiez entre guillemets indispensable à ce job. Alors après, oui, je te rejoins du coup, Eric. Effectivement, compliqué d'aller prospecter sans voiture de fonction. Donc, c'est un travail, entre guillemets, de responsabilisation et d'éducation des clients aussi pour leur expliquer que c'est quelque chose qui est important et que le commercial a besoin d'outils pour travailler dans de bonnes conditions et dans les bons, en tout cas avec les bons moyens. Donc là, je suis désolée, je ne vais pas avoir de réponse très précise à t'apporter. C'est vraiment, en tout cas, une manière de négocier. Et puis, si c'est en tout cas quelque chose est-ce que à côté de ça, le projet te convient? Est-ce que les missions te conviennent? Voilà, à toi de faire aussi l'équilibre entre ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Si pour toi, la voiture de fonction, c'est rédhibitoire, bah, dans ce cas-là, effectivement, c'est rédhibitoire. Si ça ne l'est pas, à toi de revaloriser des avantages en nature ou d'autres avantages. Il y a Laurence Poirier qui nous demande si on a une liste des avantages non imposables que l'on peut négocier. Je vois beaucoup de questions sur
sur ce qui est imposable, ce qui n'est pas. C'est quelque chose que je vais me noter parce que vous avez l'air d'être très intéressé par ces questions-là, donc on pourra retravailler sur le sujet ensemble pour vous proposer peut-être d'autres contenus axés sur le sujet des impôts. Et on va encore prendre du coup 2 questions avant de mettre fin au webinaire et celle-là sera la prochaine. Au niveau du coup voiture, est-ce que c'est imposable ou pas? Et qu'est-ce qui n'est pas imposable dans les avantages en nature? Est-ce que tu en as une idée? Parce que on a dit que la voiture n'était pas imposable dans certains cas, c'est ça? Alors, ça dépend si vous prenez, s'il y a une carte essence, s'il va y avoir d'autres avantages. Alors ça va dépendre du type de contrat et autres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, vous avez, je vous parlais du CE tout à l'heure. Je vous prends un exemple très concret. Effectivement, par exemple, d'avoir 2000 € de voyage remboursés par an quand vous partez en vacances, mine de rien, c'est du net. Donc ça va pas être imposé pour vous. C'est quelque chose qui vous est délivré comme ça. Alors après, je pourrais pas vous faire la liste très exhaustive de tout ce qui existe. Mais après, typiquement, alors les tickets restaurants, ce sera retenu sur votre salaire. Donc il faut se renseigner, par exemple, sur quelle part l'employeur prend à sa charge. Est-ce qu'il prend 60, 70%? Est-ce qu'il prend 100%? Ça dépend, c'est rare le cas de 100%. Vous avez des sociétés, par exemple, qui proposent des avantages avec des congés payés. Alors, je sais qu'il y en a où ça peut être illimité. D'autres qui vont proposer plus de semaines de congés payés, plus que les 5 qui sont légales. Donc, ça, pour le coup, à vous de vous renseigner sur ce sujet-là. Voilà, top. J'essaie de nous trouver une toute dernière question puisqu'on est presque arrivé à 1 heure de masterclass. Ah, c'est intéressant. On va prendre la question de Judith qui est super pratique en plus, donc c'est top. Judith qui nous a posé cette question du coup, il y a quelques minutes. Je souhaite un salaire fixe de 35K et un variable de 15 000 €. Mon futur employeur le propose, mais sous forme de fourchette fixe, entre 30 et 35K et en variable entre 10 et 15K de variable. Comment faire pour l'amener à accepter de me rémunérer sur la fourchette haute? Celle-là, elle est épineuse, puisque l'autre enjeu de votre question, Judith, si je comprends bien, c'est aussi que le reste des commerciaux est aussi rémunéré sur cette base-là. Donc, ça va être difficile, à part si vous êtes apporteur d'affaires, comme on l'a exprimé un peu plus tôt, de chercher l'élasticité dans la négociation si elle est aussi fixée et que lui se montre déjà assez flexible sur la fourchette. Mais si tu as des pistes, Clotilde, là, je te sens Je en suis train en de ruminer. réflexion. Ouais. Non, sur ce sujet-là, encore une fois, est-ce qu'il vous propose la fourchette au premier entretien ou est-ce qu'il vous propose la fourchette au dernier entretien? Au premier entretien, c'est pas quelque chose qui va me choquer parce qu'encore une fois, on va déjà se mettre d'accord sur une fourchette, comme je vous disais tout à l'heure, sur en tout cas un montant qui sera acceptable pour vous, à partir de combien démarrent les négociations. Pour moi, pour l'amener d'accepter, en tout cas, de vous rémunérer sur la fourchette, c'est d'abord durant tout le processus de recrutement, de vous être renseigné sur les objectifs, ce qui doit être atteignable ou pas. Est-ce qu'il y a des gros objectifs? Est-ce qu'il y a un gros secteur? Est-ce que, vous voyez, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte dans ce variable qui est important. Donc, renseignez-vous sur ça tout au long du processus. Faites vos preuves, montrez que vous êtes capable et dites à la fin... en gros, quand vous êtes indispensable sur ce poste-là, non, moi, effectivement, aujourd'hui, ce qui sera acceptable pour moi, c'est 35 de fixe plus 15 de variable pour avoir un beau package au vu des objectifs qui sont demandés aujourd'hui, au vu peut-être de vos pistes. Peut-être qu'aujourd'hui, Judith, vos pistes sont sur des pistes, en tout cas avec des fourchettes hautes. Et là, on peut peut-être mettre aussi en avant le fait que le marché des commerciaux, aujourd'hui, il ne tend pas sur un 30 000, mais il tend plutôt sur un 35 000. Donc, pareil, encore une fois, c'est une question de marché. Donc, il la propose au premier entretien, en plus, nous dit Judith. Donc, ce que tu as recommandé, j'ai l'impression, colle parfaitement. Mais de rien, Judith, c'était notre dernière question. Merci pour toutes vos questions, pour tous vos retours, surtout. Je vous laisse encore mettre vos petits commentaires, mais surtout profiter de l'étude des salaires que Fanny a repartagée à travers notre outil. Merci vraiment à tous. Ouais. Désolé pour le petit souci technique vers 10h, vers 11h40, et j'espère que vous avez pu profiter de ce webinaire. Je rappelle qu'il sera disponible en replay. Merci Audrey pour vos compliments. Merci vraiment à tous pour vos questions. Je crois qu'il y avait une quarantaine de questions, donc c'est génial. Et je note que vous êtes intéressés par des thèmes un peu plus administratifs sur l'imposition notamment. Bonne journée à tous. Merci, merci Christophe. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des thèmes auxquels vous pensez à nous les envoyer sur marketing@up2.fr ou via LinkedIn. Et vraiment, merci à tous pour vos retours. Et
pour vos compliments. C'est bien aimable. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vais mettre fin au webinaire. Merci Clotilde. Merci. À bientôt sur UpTo.